Peu de gens le savent, mais l'océan est un véritable Far West. En fait, dès qu'un bateau s'éloigne des côtes, il peut littéralement disparaître de tous les écrans de contrôle. Il lui suffit d'appuyer sur un bouton pour éteindre sa balise de localisation. Pêche illégale, contournement d'embargo, sabotage, beaucoup profitent de cette impunité. Et pendant longtemps, on pouvait rien y faire. Jusqu'à ce qu'une start-up bretonne trouve la parade. Notre invité Clément est le cofondateur d'Unseen Labs. Et avec ses deux frères, ils ont mis au point une technologie unique. Ils détectent depuis l'espace ces navires invisibles grâce à leur signature radio. Il va nous raconter comment ils ont réussi à envoyer leur propre satellite de zéro et ce qu'ils ont découvert quand ils ont pointé leur capteur sur l'océan. Juste avant d'en parler, petit mot sur un service qui peut vous permettre de réduire votre exposition en ligne automatiquement. Vous commencez à le connaître, c'est Incogni. Ils vont s'occuper de supprimer automatiquement vos données personnelles, des bases de données qui les collectent et les revendent tout seuls. Email, numéro, adresse, bref, tout ce qui traîne en ligne et qui finit par générer du spam ou des risques de piratage. Et ce qui est cool avec Incogni, c'est qu'ils contactent toutes ces entreprises en masse à votre place et vont gérer toutes les démarches de suppression automatiquement. Vous avez un joli dashboard pour suivre tout ça en temps réel. Et avec le code underscore, vous aurez moins 60% sur l'abonnement annuel avec une garantie satisfait ou remboursé. Je vous mets le lien en description et on reprend. À l'origine, vous partez déjà comme avec l'idée que vous allez envoyer des satellites alors qu'il n'y a aucune boîte privée qui n'envoie des satellites dans l'espace. L'histoire, c'est... il y a des boîtes privées, il y a des Airbus, Thales en France, sont bien connus, le font. Nous, c'est des technologies un peu différentes à la base, c'est des technologies un peu moins coûteuses, basées sur des choses un peu plus modernes. Ça serait, ce qu'on va utiliser en termes d'électronique à bord de nos satellites, ça se rapproche d'un téléphone portable. Et tout ça, c'est vraiment, ce qu'on a vu, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle le New Space. J'aime pas trop ce mot pour plein de raisons, mais ça s'appelle comme ça, donc utilisons-le. Aux États-Unis. Donc c'est une vague de nouvelles boîtes qui se lancent dans l'espace. Exactement, nouvelle boîte, une nouvelle façon de travailler. Parce que je veux pas que le côté New Space soit exclusif potentiellement d'un Airbus, Thales ou autres qui savent aussi faire des choses très innovantes, etc. Donc on a vu aux États-Unis notamment 2010, 2015 l'arrivée de deux boîtes principales, Planet Labs et Spire, qui ont démontré qu'en utilisant des petits satellites de quelques kilos, des technologies un peu condensées, et en utilisant ça de manière différente, on pouvait avoir des services opérationnels et professionnels depuis l'espace. Donc nous, on a vu ça un peu de notre œil français. Il y avait zéro initiative en Europe à l'époque sur cette partie-là. Et là, on s'est dit, il y a peut-être un créneau à prendre, il y a un truc à tester. Après, on s'est dit, on a quand même un concept fondamental chez Unseen, c'est on va pas réinventer la roue. Il y a déjà des gens qui font de l'observation de la Terre dans l'optique, du satellite radar, il y a de l'IoT, plein de choses. Il y a déjà, on va pas refaire ça. Et mon frère, donc Jonathan, avait cette compétence en termes de captation des ondes RF depuis l'espace. Et donc là, il y avait aucune boîte privée qui le faisait, et on s'est lancé là-dedans. En fait, vous commencez en vous disant, il y a une opportunité de faire des satellites petits qui peuvent embarquer du matériel pour pas trop cher. Et ça peut ouvrir des applications en termes de surveillance. Globalement, un satellite, ça sert soit pour faire du télécom, soit pour l'observation. Comme tu le disais, ça existe depuis longtemps. L'observation, la cartographie, Google Earth, tout le monde connaît ça. Là, toi, c'est pas de l'observation traditionnelle à base de caméras qui prennent juste des photos haute résolution. Pas du tout, ouais. C'est une technologie différente. Tu as parlé de RF. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça ouvre comme nouvelle possibilité, en fait? C'est ça. Alors, pour le premier point dont tu parlais, c'est que déjà, c'est des satellites plus petits, moins chers, ce qui veut dire qu'on pouvait imaginer créer une nouvelle entreprise sans avoir besoin directement de centaines de millions ou de milliards. Après, la partie technologie, c'est là où c'est très différent, en effet. Nos satellites, en gros, c'est des antennes qu'on déploie dans l'espace. Et ces antennes peuvent capter les sources d'émissions radiofréquences, donc aujourd'hui qui sont adaptées aux bateaux, localiser la position de ces sources d'émissions et en avoir un nombre de paramètres techniques qui vont définir ton signal, la forme, enfin plein de choses. Et grâce à ça, en fait, on est capable de trouver et suivre le mouvement des bateaux, même lorsqu'ils n'ont pas de balises à bord. Parce qu'après, il y a d'autres services qui suivent le mouvement des balises, etc. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est cet angle mort à l'époque, c'est quand ils coupent leurs balises, les bateaux. Ils disparaissent des écrans radar un peu classiques. Et les solutions traditionnelles spatiales d'optique ou d'autres sont assez peu adaptées à trouver c'est assez compliqué. Et donc, développons une solution intermédiaire qui va permettre de combler ce trou et de suivre les bateaux qui coupent leurs balises de manière assez automatique. Donc, on imagine que, par exemple, les bateaux qui coupent leurs balises, c'est probablement les plus intéressants, en plus. Exactement. Pour plein de raisons qu'on va voir ensemble, des cas d'usage très concrets. Mais juste pour faire l'état des lieux, en gros, un bateau,
déjà, ça émet des ondes radio globalement. Oui, il y a plein de choses à bord. Il y a des radars, il y a même tu vois, la balise. télécom. Qu'est-ce que c'est en fait cette balise? Une balise, en fait, c'est vraiment comme un transpondeur d'avion. Légalement, les bateaux à certains tonnages sont obligés de les avoir allumés. Et en fait, ça envoie la position du bateau, la position GPS, le nom du bateau, le propriétaire, tout un panel d'informations légales. Et donc, ils peuvent être récupérés depuis des antennes à terre, depuis des satellites. Il y a plein de façons de le faire. Donc ça, c'est vraiment l'équivalent d'un transpondeur d'avion. Il y a l'identité, il y a les positions, ça permet de le suivre. Et c'est pour ça que sur certains sites, on peut voir Exactement. le trafic maritime. D'ailleurs, c'est ces balises. Comme Flight Radar, mais pour Exactement. Il y a Marine Traffic, il y en a plein d'autres qui font ça très bien. Et on voit le trafic régulé ou réglementé, comme on veut. Et on voit les départs, la fin, enfin ce qui a été déclaré. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment quand ces balises se coupent, qu'est-ce qui se passe? Et la réalité du terrain. C'est une partie moins importante du trafic maritime, mais qui va être très intéressante pour nos utilisateurs et nos clients. Donc en gros, si on fait un peu la liste des gens qui coupent leurs balises. Il y en a il peut y avoir des défaillances déjà. Souvent on l'oublie, mais déjà une balise, c'est un élément électronique, ça peut tomber en panne. Tout le monde ne fait pas forcément des choses illégales en fait. C'est vraiment le message. Il y a des gens qui vivent dans des zones un petit peu complexes en termes de territoire géopolitique. L'Asie du Sud-Est par exemple, il y a certains pays qui sont un peu véhéments envers leurs voisins et qui vont avoir tendance à gêner le trafic maritime ou gêner les opérations maritimes de leurs voisins par principe, pour les empêcher économiquement de travailler. Là, et ces bateaux-là, on parle des pêcheurs, ils coupent leurs balises pour être tranquilles. Donc ils font rien d'illégal en soi, mais avec leurs balises allumées, ils savent que c'est une cible. Et puis après, il y a tout le Quand pendant tu dis illégal. gêner, par exemple, donc j'imagine que c'est des histoires des batailles sur les eaux territoriales. Exactement. Quelles sont les zones de chacun. On sait qu'effectivement, par exemple, dans cette zone-là, il y a des batailles entre la Chine et ses voisins. C'est ça. Pour savoir à qui appartient telle zone de l'océan pour la pêche et compagnie. Ici, qu'est-ce qu'ils se protègent de quoi exactement? En fait, ils vont travailler en éteignant leurs balises, c'est-à-dire que ça va être plus compliqué de les trouver. Donc, ça va être plus compliqué d'envoyer un bateau, les embêter et les empêcher de travailler. Okay. En fait, c'est bêtement ça. Donc, ces gens-là, oui, ils coupent, ils ne devraient pas couper, mais s'ils coupent pas, ils peuvent pas travailler. Donc, c'est vraiment tout ça. Ça, c'est pour les trucs plutôt légitimes. Exactement. Et après, il y a toute la partie plus illégale. Donc, il va y avoir là la pêche illégale, là où on va les pêcher de manière indue dans des zones où on n'a pas le droit. Donc, les gens coupent leurs balises. Donc, la pêche illégale aussi dont on parle, c'est important. C'est pas au large de la Bretagne, le pêcheur qui va ramasser 2 homards alors qu'il avait le droit d'en prendre qu'un seul. C'est la pêche industrielle qui met en danger l'écologie et des filières totales. Okay. Et il y a aussi la partie piraterie. Piraterie, en gros, qu'est-ce qu'on peut observer? Piraterie, c'est un peu plus diffus, mais souvent, il y a un vrai impact sociologique. C'est-à-dire que il y a des endroits du monde où les pêcheurs ne peuvent plus pêcher parce que la pêche illégale elle devient prépondérante et généralement la pêche illégale, c'est les pays de l'autre bout du monde qui viennent pêcher chez vous avec des flottes de 100-150 bateaux. Enfin, c'est vraiment industriel. Donc ces pêcheurs-là ne peuvent plus vivre. Et pour prendre un cas concret que vous avez vraiment observé fin 2024, c'était pour le coup un bateau chinois en mer Baltique. Qu'est-ce qui était intéressant? Qu'est-ce que vous avez pu observer en fait avec la techno? Alors à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, on a commencé à parler des problématiques de câbles sous-marins coupés. Et en mer Baltique, il y a eu un cas un peu qui était mis un peu en avant, où en effet un câble un peu primordial a été coupé. Donc c'est les câbles qui font tourner Internet globalement. Exactement. Et donc nous on s'est dit regardons ce qu'on a vu sur place à ce moment-là et essayons de voir comment on peut soit remonter un client particulier, soit démontrer ce qu'on sait faire. Et donc on a regardé sur place. Il faut savoir qu'en interne d'Unseen Labs, on a des cellules d'analystes qui sont capables de comprendre une situation maritime, de l'exploiter, d'en tirer des informations. Donc on a fait bosser les personnes et en fait ce qu'on a montré c'est que en effet il y avait un bateau bien particulier qui avait une petite tendance à couper ses balises régulièrement. Ouais. Mais qui avait au final un cycle de vie assez clair. Et il faisait des allers-retours entre la Chine et l'Europe. Et là, dans ce cas particulier, c'est marrant, il faisait des ronds dans l'eau quand même, au-dessus des câbles, au-dessus de l'endroit où le câble a été coupé. Ça, c'est sa trajectoire? Ça, c'est sa trajectoire. Donc c'est surprenant quand on va d'un point A à B. Et l'endroit où ce que vous voyez en dessous, les câbles gris, c'est les câbles sous-marins. Donc c'est pile l'endroit où il y a eu des coupures. Exactement. Et ce bateau, on l'a retrouvé en Méditerranée et qui avait le même comportement en Méditerranée. Sur des câbles sous-marins. De câbles. Voilà. Vous deviez être comme des fous déjà. Oui, c'est rigolo. Ça montre que on arrive à retrouver des choses cohérentes basées uniquement sur nos technologies. On les a confirmées après avec des partenaires parce qu'on fait pas tout ça tout seul. Forcément, on a ajouté de l'AIS. L'AIS, c'est la fameuse balise à bord des bateaux. L'AIS, etc. Donc oui, on peut avoir des compréhensions un peu plus précises. Est-ce qu'on a une idée de pourquoi ils coupent des câbles? Aussi de la perturbation elle
ça peut vraiment avoir un impact. Concurrents économiques ou des trucs. Exactement. Aujourd'hui, géopolitiquement, tous les espaces, on va dire, air, terre, mer, espace et cyber, aujourd'hui, sont des zones de conflit, à plus ou moins larvées, avec de l'intérêt économique, de l'intérêt géopolitique. La mer en fait partie. En coupant des câbles, on impacte sur la partie cyber. Donc tout ça, c'est aussi pour démontrer, demain, je suis capable de couper les câbles chez toi. Enfin, c'est des démonstrations de force, c'est un peu tout ça. On vit dans un monde un peu particulier, pas forcément hyper marrant tous les jours. Et juste pour faire justement un peu le trajet de bout en bout et pour comprendre comment la technologie marche dans un cas comme ça, qu'est-ce que vous avez à disposition? Donc j'imagine que vous avez un outil qui vous permet d'analyser toutes ces données-là. Est-ce que tu peux nous faire un peu le trajet entre ce qu'il y a dans l'espace, donc ces satellites-là, Ce que vous captez comme information. ces satellites-là, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Déjà, comment vous les envoyez? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Comment vous récupérez ces informations? Comment elles sont traitées après dans votre logiciel et tout ça? Alors en fait, nous en effet, on est opérateur satellite, c'est-à-dire que les satellites nous appartiennent. C'est important, donc c'est-à-dire qu'on les opère, c'est-à-dire que c'est nous qui leur donnons des ordres, c'est nous qui récupérons les informations, et en fait, ce qu'on va vendre, nous, Synapse, c'est des renseignements basés sur ces informations. Et donc, le satellite, pour en parler un peu techniquement, ça ressemble à quoi? C'est gros comment? Comment on le conçoit? Est-ce que ça s'achète comme ça sur étagère? Tu commandes sur Amazon un satellite? Alors, si vous regardez les sites des vendeurs de plateformes, oui. La réalité est un peu différente. Ce qu'on fabrique chez Synapse, c'est de la charge utile, donc c'est l'instrument d'observation de la Terre. Et ce qu'on va acheter, c'est le reste. Donc le reste, c'est les panneaux solaires, etc. Donc ça ressemble aujourd'hui, nos satellites, c'est des grosses boîtes à bottes, c'est une quinzaine de kilos, avec des panneaux solaires, etc. Et nous, notre instrument d'observation de la Terre qui est collé à ça. Donc c'est-à-dire que c'est du co-design, en fait, entre nos équipes savent designer un satellite. C'est pas notre cœur d'investissement et de métier, donc on travaille des ressources externes pour le faire. Et là, donc, nous, on colle les deux morceaux. Toi, t'achètes la boîte et dedans, en fait, tu mets une charge. C'est ça. D'une manière très simplifiée, c'est ça. On met les deux ensemble, on intègre tout ça, et puis là, nous on nous livre le satellite complet. Et après, on s'occupe de le mettre en orbite et de l'opérer. Tout simplement. Tout simplement. Et donc, sans le dévoiler de secret, mais il y a quoi dans cette charge utile, justement? C'est des antennes. Voilà, je ne dirais pas beaucoup plus. Okay. Les antennes qui servent à écouter. Alors, le terme écoute aussi. Nous, notre domaine, c'est l'observation de la radiofréquence. Donc, je vais peut-être utiliser beaucoup le terme écouter. On parle pas d'écoute, écoutez ce que vous dites au téléphone. C'est hyper clair. Déjà, ça marche pas depuis l'espace. Et c'est totalement illégal en France. C'est aussi pour ça que ce genre d'entreprise, on est à l'aise d'être en France. C'est-à-dire que c'est réglementé, mais ça nous protège aussi. On ne fait pas n'importe quoi. Rassurez-vous tous, on est loin d'être capable d'écouter les téléphones et de vous suivre ce que vous faites. C'est pas ça. Et ce qui est un truc qui paraît assez fascinant, je trouve, mais pareil, j'imagine que ça s'explique, c'est que t'as un petit objet qui se balade à haute vitesse en orbite et t'es capable de faire donc de la triangulation super précise de points qui se baladent dans l'océan. C'est l'inverse d'un GPS, c'est-à-dire que un GPS, totalement l'inverse d'un GPS. Un GPS, ça récupère l'appareil qui s'auto-localise grâce à des émissions de plusieurs satellites. L'heure, maintenant. Alors que là, c'est l'inverse. Donc, tu as plusieurs satellites et tu veux trouver la position d'un truc qui émet à un endroit. Alors justement, nous, là où aussi c'est très différent, là où on est les seuls à le faire, c'est qu'on le fait qu'un seul satellite. Ok. What? Ouais. Généralement, il faut 3 ou 4 satellites pour faire la triangulation. Bah, nous, c'est pas ça. C'est pour ça que je vous raconterai vraiment pas. Alors là, il y a un problème physique parce que pour moi, dans la triangulation, ça nécessite 3 satellites. Pas forcément. Ok. Non, mais incroyable. Mais alors moi, je pense que c'est assez important qu'on revienne sur cette histoire de radiofréquence et d'empreinte radiofréquence. Quand j'ai découvert ce truc-là, bon déjà j'ai pas compris immédiatement, mais surtout, en fait, ça m'a fait penser à quand on entend parler des acousticiens, par exemple, qui sont dans les sous-marins, etc. Ouais. Mais ça veut dire que chaque bateau que vous croisez en mer a une signature radiofréquence, c'est ça que ça veut dire ? Oui, c'est ça. Alors une majorité, on va dire, une grande majorité. Et oui, c'est-à-dire que ceci, la performance de l'instrument d'observation, c'est-à-dire qu'on arrive à descendre dans le signal assez profondément pour en trouver des spécificités qui, en effet, vont être différentes d'un bateau à l'autre. Mais qu'est-ce qui émet dans un bateau, si en plus on se dit qu'on coupe tous les instruments de communication, qu'est-ce qui... Tu coupes jamais tout dans un bateau. Oui. C'est un peu ça la morale. Ok, c'est que ça émet forcément des ondes qui créent une empreinte... Oui, c'est ça. Radiofréquence du bateau. Puis après, vous avez des instruments, ce qui va émettre une onde sur un bateau, par exemple, il y a des choses qui vont influencer le signal. Est-ce que sur votre bateau, vous allez avoir un mât au milieu? Vous prenez le même instrument qui sort de l'usine, vous mettez devant le mât, derrière le mât, vu l'espace, il va pas être tout à fait pareil. Ok. Il y a plein de choses comme ça. Et la taille du câble électrique que vous allez utiliser pour alimenter votre instrument va faire qu'il va y avoir des fluctuations. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Il y a la vétusté du matériel, un élément qui est le même modèle, mais qui aura vécu 5 ans en mer,
mer face à un autre qui a vécu 1 an en mer a pas tout à fait la même restitution, etc. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui en fait ça a l'air hyper compliqué, hyper précis, etc. Mais en fait vu de l'espace, c'est juste que nous, dans la forme du signal, dans le contenu du signal, on voit des différences. On sait pas si c'est à cause du mât ou du sel ou j'en sais rien. On sait absolument pas. Mais ce qu'on voit, c'est que 2 bateaux, on arrive dans un grand nombre de cas à les différencier et à avoir cette signature. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que non seulement tu sais qu'il y a un bateau qui existe et qu'il est là, C'est ça. mais en fait, tu sais que tu peux lui donner un petit nom et le suivre sur plusieurs années Ouais, voilà. Alors c'est pas facile non plus. et traquer tous ses déplacements Et si vous le perdez et que vous retrouvez la signature 6 mois plus tard, est-ce que vous êtes en capacité de dire c'est en fait, c'est exactement ce qu'on a, le cas du câble en Baltique, c'est ce qu'on a démontré. C'est pour ça que pour nous, c'était un super cas de démonstration. C'est que le bateau qu'on avait vu dans la Baltique, en fait, on l'avait vu plusieurs mois plus tôt, aussi basé sur les mêmes paramètres techniques Unseen Labs dans la Méditerranée, confirmé par des balises légales. Donc, en fait, on est sûr que nos paramètres techniques sont bons parce qu'on avait sa position légale en même temps, à 6 mois c'était, je crois, 5 ou 6 mois d'écart. Donc ça veut dire que oui, cette signature, elle fonctionne et elle est stable au moins à l'aune de plusieurs mois. Donc ouais, c'est un cas qui confirme ce qu'on dit. Ouais. Globalement, en gros, tu vois une carte du monde avec plein de petits points. C'est ça. Vous avez une zone, alors je sais pas exactement à quoi elle correspond. C'est un zoom. Alors en fait, la zone un peu plus claire, le parallélépipède qui a des formes changeantes. En gros, ça c'est la surface sur laquelle on est capable de récupérer la donnée. Ok. Instantanément. C'est-à-dire qu'en avec gros, un satellite. Avec un satellite. Ah. C'est-à-dire que le monde du renseignement depuis l'espace, c'est ce qu'on fait, c'est une accumulation de capteurs. On dit pas que notre capteur qui est dans la RF remplace l'optique, remplace le radar ou remplace d'autres choses. On dit que ça se complète tout ça. Donc là, on veut montrer plusieurs satellites en même temps là, par exemple, ce qu'on voit. Là oui, c'est une accumulation de captation de données. D'accord. Et chaque grand parallélépipède est une captation instantanée. Donc déjà, ce qu'on veut montrer en faisant ça, c'est que les zones sont immenses. Par rapport à de l'optique, c'est beaucoup plus petit. Donc en fait, on a aussi une partie de notre marché qui est, nous, on est en capacité de regarder des zones immenses. On est capable de les regarder de jour ou de nuit. On est capable de les regarder qu'il y ait des nuages ou pas de nuages. Donc en fait, on lève un certain nombre de contraintes que peuvent avoir les autres capteurs. Par contre, on n'a pas de photos du bateau. Ce que peuvent faire après nos clients, ce qu'ils le font, c'est qu'une fois que nous, on leur a dit, dans votre mer qui fait, je sais pas combien de centaines de millions de kilomètres carrés, il y a un c'est à cet endroit, à peu près à cet endroit-là, il y a quelqu'un qui est tout éteint. Et ils vont pouvoir utiliser un autre satellite, précisément. Ils vont savoir où l'utiliser pour avoir une photo, pour avoir une information supplémentaire ou pour compléter. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment des couches de données. Et nous, il se trouve que chez nos utilisateurs, on est dans les premières couches d'intérêt parce qu'on voit un champ très large, assez décontraint en termes de météo. Okay. Et après, on leur permet d'optimiser leurs usages. Et justement, tu parles de tes utilisateurs. Pour se donner un ordre d'idée, c'est quoi tes utilisateurs? On a tout. Donc, il y a du gouvernemental, évidemment, parce que tout ce qui va être respect des réglementations maritimes, c'est du gouvernemental. Il y a aussi un peu de défense. Il y a aussi du pur privé. Là, c'est public. Par exemple, on a un accord avec S&P, Standard & Poor's, donc l'agence de notation qui fait du renseignement économique. Okay. Qui utilise nos données pour faire de l'analyse de flux maritimes, etc. On est une vraie entreprise duale dans le sens où le spatial est forcément dans les données liées à la sécurité défense. Toute entreprise du spatial vous dire le contraire, vous mentira. Oui. Mais on n'est pas une entreprise de défense uniquement. Oui, il y a plein d'applications aussi dans le civil. Exactement. En fait. Il y a aussi la protection. On a pu faire la protection d'aires marines protégées, ce genre de choses. Et là, du coup, c'est un peu entre les deux dans le sens où c'est très lié à la partie protection écologique, mais forcément, ça fait par un gouvernement. Donc, vous classez ça dans quoi? Dans sécurité ou écologie? C'est tout notre domaine. Bon, là, pareil, je sais pas si c'est ce que tu pourrais nous dire, mais par exemple, quand il y a des conflits, comme c'est le cas en ce moment, est-ce que tu es capable de suivre tout avec tes satellites en même temps, toute la surface? Ou est-ce que tu vas les orienter en fonction des zones d'intérêt du moment, tu vois? Est-ce que tu regardes des canaux spécifiques? Très bonne question. Non, mais en fait, c'est autant on capte les fréquences, mais par contre, le moyen d'opération, c'est qu'on est proche de l'optique, on va dire. C'est-à-dire qu'un optique où vous devez dire à votre satellite, prends-moi une photo à tel endroit. Ouais. Nous, c'est un peu pareil. On dit à nos satellites, capte-nous la donnée à tel endroit. Je trouverais intéressant, justement, de voir un peu d'autres images. Préciser, on a parlé de pêche illégale. Lui, c'est un pêcheur illégal, du coup. Oui. Alors, c'est un pêcheur qui est présent dans les eaux internationales, il a le droit. On voit sa balise qui s'éteint à un moment donné. Voilà, le point vert, il passe en rouge. Et nous, on arrive à le repositionner donc 28 heures plus tard dans les eaux indiennes, balise éteinte. Où là, il n'est pas censé pêcher. Et là, il n'est pas censé y aller. Et balise éteinte. Donc voilà, c'est comme deux indices. Et après, on le voit qui revient dans les eaux internationales, qui rallume sa balise.
Et je sais pas si on voit sur le GIF, mais la suite de l'histoire, c'est qu'en plus, il se rapproche d'un navire-usine. Voilà. Ah oui. Il se rapproche d'un navire-usine, c'est-à-dire certainement transbordement en pleine mer, et cycle indéfini, quoi. Et c'est vraiment c'est des cycles vraiment de pêche illégale, hyper classiques, mais là, on peut les démontrer. Peut-être les gens en ont entendu parler. Il y avait des histoires de navires fantômes aussi. Au large des côtes françaises il y a quelques mois. Ouais. Est-ce que tu peux nous remettre le contexte pour ceux qui n'ont pas vu passer ces informations? Et qu'est-ce que vous avez pu découvrir? Ça a surtout explosé suite à la guerre en Ukraine, hein, où la Russie, on a coupé les moyens d'exportation de russes, pour faire simple. Pour compenser, ils ont créé une flotte fantôme sous pavillon, soit de complaisance, soit pavillon qui n'existe pas, etc. Et c'est des gens qui, du coup, vont avoir tendance à couper leurs balises, à être un peu low profile pour pouvoir échanger avec des pays qui n'ont pas envie de savoir qu'ils achètent du pétrole russe. Donc c'est vraiment des bateaux qui cherchent à être très discrets, qui vont avoir tendance à changer de propriétaire, changer de pavillon, etc. Donc ça, nous, on ne sait pas. Hein. Il y a d'autres gens qui travaillent très bien le sujet. Je pense que la marine est très au fait de ce genre de sujet, il n'y a pas de question. Mais donc, typiquement, donc, ils n'ont pas de balise. Ils en ont où ça les arrange. Ah oui. C'est-à-dire qu'un bateau qui va sortir des eaux européennes, il va garder sa balise. Mais après, par contre, une fois qu'il va sortir des eaux, il va avoir tendance à la couper pour savoir s'il prend à droite ou à gauche. Et comme ça, on ne sait pas s'il part plutôt côté Asie ou côté Amérique du Sud. Okay. C'est ce genre de sujet qui peut être intéressant. Cette technologie-là que vous avez développée, donc qui est unique, est-ce qu'elle a un intérêt que sur la mer ou est-ce qu'elle aurait des cas d'usage autres? Alors, sur Terre, voilà. Donc, en fait, à partir de cet été, on va mettre en orbite une nouvelle génération de satellites qui vont être beaucoup plus gros. Là, on est plutôt dans la classe 120-150 kilos. Et justement, où on va, c'est le même genre c'est la même technologie de capteur, mais bien plus élargie, j'ai envie de dire. Et on va justement on va continuer à travailler dans le maritime. C'est notre cœur de métier, c'est sûr. Mais on va avoir une capacité de voir beaucoup plus d'émetteurs différents, sur beaucoup plus de bandes de fréquences différentes. Et ce qui va nous permettre d'ouvrir des cas d'usage aussi sur la Terre. Et donc là, à partir dès qu'il sera commissionné le satellite, donc dès qu'on peut, on va pouvoir, oui, en effet, avoir des applications terrestres. Il faut bien voir. Parce que là, moi, tu me dis ça, j'aurais l'impression que sur la Terre, d'un coup, c'est un bordel parce que j'ai l'impression que tout émet sur Terre des ondes. Ouais, mais après, c'est tout, c'est notre métier de séparer les fréquences. Enfin, voilà, c'est notre métier. En mer, c'est le bazar aussi. Hein. Voilà, quand vous bossez au-dessus de Singapour, ou des zones comme ça, où il y a littéralement un bateau tous les 100 mètres, c'est le bazar aussi. Donc ça, oui et non. Enfin, donc c'est pas ce qui vous fait peur, en tout cas. Non, c'est pas ce qui vous fait peur. Ce qu'on a aussi appris avec ce métier, c'est que l'usage des fréquences, c'est une vraie ressource. Aujourd'hui, vous avez des réseaux télécoms en 4G, 5G, demain il y aura la 6G. Donc et ça, derrière ça veut dire qu'ils utilisent des fréquences radio différentes, plus ou moins élevées. Plus la fréquence est élevée, en gros, plus vous aurez du débit, mais plus le flux va être fin. Donc en fait, tout le monde a intérêt à jouer là-dedans. Ce sont des ressources finies. Si vous êtes deux personnes à utiliser la même fréquence au même endroit au même moment, vous vous brouillez, il n'y a plus rien qui marche. Donc ça veut dire qu'il y a des organes de régulation qui vont dire, toi, tu as une licence sur tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et si on respecte pas ça, en fait, cette ressource, on va l'épuiser et on va mal l'utiliser. Et pour ça, il faut avoir des gens qui sont capables de dire si elle est bien utilisée au bon endroit, au bon moment. Donc là, tu serais capable de dire, tiens, là, c'est telles antennes-là, elles émettent sur tel truc, alors que c'est pas du tout censé faire ça. Exactement. En Europe, il n'y a pas trop le cas, parce qu'il y a des organismes de régulation qui sont très clairs. Il y a plusieurs cas d'usage. Et en effet, un opérateur ou un quasi-opérateur, enfin bon, ça fiche, quelqu'un qui a des antennes, qui va émettre sur des bandes de fréquences auxquelles il n'a pas le droit et qui va brouiller potentiellement le pays d'à côté, etc. Il y a des endroits aussi où, en fait, l'allocation de l'usage des bandes de fréquences, c'est des marchés qui comptent en centaines de millions ou milliards. Donc, en fait, il va y avoir une petite guéguerre entre les gros opérateurs pour savoir, pour démontrer que ton voisin n'utilise pas telle bande de fréquence, donc je peux te l'acheter. Donc c'est ça, c'est du trading aussi de bandes de fréquences. Et donc tout ça, c'est du renseignement économique, tout ça, c'est de la compréhension. Et s'il y a personne qui suit vraiment ce qui se passe, il y a personne qui peut au final réguler. Et là, ce serait une première d'avoir ce genre d'informations. Oui, alors déjà des gens qui le font, mais en fait, il y a des moyens terrestres qui sont moins efficaces. Justement, parce qu'il y a des moyens terrestres de faire ça, c'est quoi la force de faire cette analyse depuis l'espace? Pourquoi, en fait, ça change radicalement tout? Si vous prenez un pays comme la France, vous avez une camionnette qui va faire le tour des tours télécom. C'est chouette, ils vont vérifier, etc. Avant qu'ils fassent la France, ça va prendre un petit moment. Une solution spatiale, la France, en une fois ou deux fois, vous faites le spectrogramme total. Prends la photo, quoi. Voilà. Toutes les semaines, vous faites la photo. Toutes les semaines, vous voyez l'évolution des bandes de fréquences, etc. C'est beaucoup plus efficace, en fait, en termes de temps. Ouais. Après, si vous voulez les constater, envoyez la camionnette pour constater qu'en effet, tel tour, elle est pas. Il n'y a pas de problème. Mais au moins, vous saurez où l'envoyer. Donc, vous avez en fait, vous voyez beaucoup plus de choses. C'est des champs larges. En même temps. On voit quasiment un pays instantanément. Avec un satellite, c'est la France en entier, quasiment. Quasiment, ouais. Ah ouais. Donc, forcément,
là-dedans, vous avez les informations Ouais. et ça vous permet d'optimiser la suite. Donc, c'est le gros avantage du spatial. Ça fait pas tout après le spatial. C'est vraiment, faut casser. On a besoin de tout, de la Terre jusqu'à l'espace. Et tout est important. Donc, c'est juste un nouvel élément. Et tu parlais justement de ce nouveau satellite qui va peser 150 kilos. Même le petit, en réalité, je suis assez curieux de savoir comment on envoie un satellite, quoi. Une fois que tu l'as commandé, tu sais que tu as fait l'assemblage et tout ça, tu vas voir qui. Tu vas voir qui. J'aimerais mettre ça en orbite, s'il vous plaît. Ouais, et ça coûte combien? Alors, ça coûte quelques centaines, quelques millions d'euros. Ok. Donc, c'est Quelques centaines de milliers. un satellite. Ah oui, quand même. Ça coûte cher. Hein. Le ticket est pas. La mise en orbite ou le satellite en lui-même? Bon, les deux, on va dire, ça dépend. C'est l'ordre de grandeur, c'est l'ordre du million Ok. pour chaque partie. Ok, quand même. Ouais, quand même. Mais c'est beaucoup moins cher que ce qui se faisait avant, mais c'est pas non plus donné. Ouais, c'est clair. Donc là, après, Tu veux pas que la fusée explose, quoi. Non, voilà. Mais concrètement, une fois que tu as l'argent, qui envoie la fusée? Enfin, Alors là, qui envoie la fusée à l'époque, on a essayé de trouver des fusées. Donc on a parlé. il y aurait une Non, mais c'est fusée. exactement. Alors, Est-ce qu'il y a ça sur bonjour, j'ai Amazon un et satellite, AliExpress? est-ce que vous auriez une fusée? Donc on appelle tous les lanceurs. Hein. C'est un peu particulier. Bon, mais c'est qui les lanceurs? À l'époque, il y avait donc Ariane Espace, il y avait SpaceX, c'était pas encore actif, il y avait les Indiens, et puis il y avait une petite boîte en Nouvelle-Zélande, je reviendrai justement dessus. Pour tout le sujet, on s'entend hyper bien qu'Ariane Espace et les lanceurs français, on les a utilisés plusieurs fois. Donc il y a vraiment pas de sujet, parce que je reviens au terme New Space, on essaie de nous faire dire qu'on n'aime pas les autres. Pas du tout. À l'époque, il se trouve qu'il n'y avait pas de solution côté Ariane Espace pour mettre en orbite notre premier satellite. Depuis, ils en ont créé et Okay. ils ont vraiment évolué. À l'époque, on n'a pas trouvé. Les Indiens, ça marchait pas non plus. Et en fait, j'étais en Australie pour le business, pour commencer sans satellite. On a commencé à vendre des trucs. Ok. Ouais. Avant le concept, avant d'avoir le. Bah, il n'y a pas le choix, en fait. Ouais. À un moment donné, il faut avancer. Et on m'a donné le numéro de téléphone d'un des patrons de Rocket Lab. Ok. Une société néo-zélandaise qui avait un petit lanceur néo-zélandais. Et je les ai appelés. Et ils m'ont dit, ah, c'est l'air chouette ce que tu fais. Bah, écoute, on se fait une réunion demain avec les membres du board de Rocket Lab. Et puis, ils nous ont trouvé une place quelques mois après. Le premier ensemble, ça s'est fait comme ça. Incroyable. Ouais. Et quand tu Un dis seul satellite? Quand tu Ouais. dis une place, c'est que il y en a combien dans la fusée qu'on envoie? Ça dépend de la taille des fusées. Là, celles de Rocket Lab, elles étaient pas énormes au début. Donc, je sais pas, peut-être 5-6 satellites Ok. de la même classe que les nôtres. Après, ça dépend. Maintenant, vous prenez les SpaceX et ils ont fait des tirs à 100 satellites à l'intérieur. Enfin, Et donc là, d'un point de vue logistique, comment ça se passe? Tu leur envoies un colis avec ton satellite dedans? Alors, non, là, c'est mon frère qui l'a géré Ouais. en bagage à main dans un avion. Ouais, le premier satellite. Donc, c'était un peu c'était bien qu'ils étaient petits, donc c'était pratique. Et donc, attends, ils sont scannés en plus les Ouais, bagages. c'est scanné, ouais. Et donc là, ils ont vu ça et ils se sont dit. Bah oui, ça passe la douane parce qu'on a les papiers qui passent la douane et surtout oui bah après comme on dit tout donner, il y a pas de problème, tu l'ouvres, mais s'il y a le moindre pépin, c'est toi qui es responsable. Ouais. Ça se passe bien. Côté France, il y a pas de problème, tout est Oui, non, fini, c'était côté plutôt- arrivé, mais c'est les transits dans les aéroports sont un peu particuliers. C'est absurde. Et non, c'est mon frère qui a géré ça. Et donc, il arrive avec son satellite. Alors, en fait, après ça, en gros, on fait livrer le satellite sur place. Ouais. Et là, nous, on a une équipe qui va sur place pour l'intégrer dans la fusée. Il y a différents modes d'intégration des fusées, mais Comment ça marche ça? Alors, les petits satellites comme les nôtres, il y a des déployeurs, ça s'appelle, c'est des boîtes. Vous accrochez une boîte à la fusée et vous mettez votre satellite dans la fusée. Et dans l'espace, la boîte s'ouvre et lance le satellite. Est-ce que vous avez déjà le cas où une fusée a peut-être explosé ou je Non, sais ça pas. nous est jamais arrivé. Et qu'est-ce qui se passe si ça arrive? Est-ce que, par exemple, vous êtes indemnisé? Est-ce que c'est vous qui perdez tout? Genre, c'est qui prend les risques? Là, vous avez un choix, vous assurez ou pas votre satellite, en fait. Il y a des assurances Il y a de des satellite. assurances, ouais, c'est deux marchés établis, il n'y a pas de problème. Donc oui, vous achetez des assurances et vous assurez soit le satellite, soit le tir, soit les deux, etc. La prime d'assurance va dépendre du lanceur, de Ils l'expérience. font des etc. probas sur Exactement, sur l'explosion de la fusée. Ah, donc ça veut dire que, par exemple, Ariane 6 qui déploie pour la première fois, les assurances, elles sont chères, quoi. Ah, Vu bah, que c'est une première fois. Oui, bah, ça rentre, exactement. Et puis, le premier vol marche, par exemple, pour Ariane 6 ou pour les autres. Hein. Donc, ça veut dire Oui, que non, la confiance, d'un coup, est assez élevée. Donc, les primes baissent, c'est le marché. Hein. Ouais. Vous avez un lanceur qui a 3 explosions d'affilée, et il n'y a plus personne qui voudra l'assurer pour les 3 suivants. Ok. J'ai vu des questions. Quand tu commences à avoir un certain nombre de satellites dans l'espace, donc là vous en avez 19, c'est ça 19, ouais. 19. Est-ce que tu ressens le fait que l'espace est de plus en plus bondé, entre guillemets? Donc on parle beaucoup par exemple des constellations de Starlink. À quel point vous, c'est quelque chose qui vous impacte? Alors, aujourd'hui, on n'est pas tant impacté que ça. Pour être très honnête, sur différents plans orbitaux, etc. Ceci dit, ça ne veut pas dire que dans 5-10 ans, on n'aura pas des problèmes. Ce qu'il faut, c'est maîtriser ce qui se passe en orbite. En fait, c'est
Tout l'enjeu est de comprendre, de maîtriser et de réguler s'il faut ce qui passe en orbite. Il y a plein d'autres pays qui veulent faire les mêmes. À un moment donné, si tout le monde tire 10 000 satellites, oui, on va avoir un problème, donc réglementons tout ça. Oui. Pour la partie pollution, c'est hyper important aussi en France. Depuis le début, depuis longtemps, on a la loi des opérations spatiales. Donc c'est quelque chose qui est géré notamment par le CNES, où en fait, on va dire encore une contrainte de réglementation, blablabla. Oui, c'est des dossiers à faire, oui, c'est des discussions à avoir, mais en fait, on doit démontrer que nos satellites ne vont pas polluer l'orbite terrestre. Que tout satellite qui est envoyé, qu'il ait une défaillance ou pas en orbite, va à un moment donné retomber sur Terre, brûler dans l'atmosphère et ne pas polluer l'atmosphère en brûlant et ne tuer personne en tombant. Ouais. Donc ça, la France était vraiment un des premiers pays à mettre ça en place. Ça fait partie des process de maîtrisons ce qu'on envoie en l'air et faisons pas n'importe quoi. Et vous, est-ce qu'il y a là, c'est une possibilité qu'à tout moment, genre, je sais pas, il y a un débris ou un truc comme ça qui défonce un de vos satellites? Ah ouais, ça peut arriver, ouais. C'est déjà arrivé ou pas? Non, c'est jamais arrivé encore. Et là, c'est genre, t'as 1 million qui disparaît, quoi. Ouais. Ou plus. À cause d'un caillou. Ouais, bah, ça fait partie du risque. Le spatial, c'est risqué. On oublie vite, parce que avec des beaux slides, des belles photos et tout, le spatial, c'est risqué, c'est compliqué, et ça coûte au final cher. Peut-être moins cher qu'avant. Donc oui, si on va jouer dans le spatial, oui, une de nos fusées peut exploser, et là aussi on le perd. Oui, les satellites peuvent se prendre des débris. Oui, on peut avoir plein de problèmes. Gérer du spatial, c'est gérer des problèmes. Hein. On peut le résumer comme ça aussi. Donc c'est une accumulation de problèmes, on le passe les uns après les autres. Mais voilà, faut aimer ça. Trop cool. En tout cas, je pense qu'on peut être très fier d'avoir une boîte comme Unseen Labs. Avant de vous quitter, j'ai un petit message pour tous ceux qui aimeraient simplifier la production de vidéos dans leur entreprise. Vous allez forcément être intéressés par nos studios autonomes. Ce sont des studios professionnels complètement automatisés qui peuvent être installés dans votre entreprise. C'est exactement ce qui fait marcher le studio d'Underscore. Même quelqu'un qui n'y connaît rien en informatique ou en audiovisuel peut, sans devoir appeler un technicien, se rendre dans la salle qui a été équipée, allumer le studio en un clic et repartir avec son émission montée. L'interface de contrôle est ultra simple, les changements de plan se font en temps réel et le studio regorge de fonctionnalités intelligentes. Si vous voulez en savoir plus, on a fait une vidéo complète qui présente toutes les fonctionnalités. Je vous mets ça en description et je vous dis à très bientôt.